Et si je vous disais qu'un marin est devenu l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire littéraire? Une histoire de trahison, de vengeance et de rédemption. Aujourd'hui, on parle d'Edmond Dantès, alias le comte de Monte Cristo. Et croyez-moi, cette histoire est digne d'un blockbuster Netflix. Mais attention, ce n'est pas qu'une fiction. Derrière Edmond Dantès, il y a des inspirations réelles, des événements historiques et un message intemporel. Alors installez-vous, on plonge dans cette aventure incroyable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Edmond Dantès est le héros du roman Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas, écrit en 1844. À seulement 19 ans, Edmond est un jeune marin, talentueux, loyal et un peu trop naïf. Il a tout pour être heureux. Un job, une fiancée et une promotion qui le propulse capitaine. Bref, la vie est belle, mais tout bascule. 3 personnes vont trahir Edmond. Danglars, jaloux de sa promotion, Fernand, amoureux de sa fiancée, Mercedes, AMG, brr, et Caderousse, un voisin envieux qui garde le silence. Il monte un complot. Edmond est accusé d'être un espion bonapartiste. Résultat, il est arrêté le jour de ses fiançailles et envoyé dans l'infâme prison du château d'If. Imaginez, vous êtes enfermé pour un crime que vous n'avez pas commis. Les jours deviennent des mois, puis des années. Edmond passe 14 ans dans cette prison. Et là, 2 choix s'offrent à lui. Sombrer dans la folie ou se battre. Dans sa cellule, il rencontre un autre prisonnier, l'abbé Faria. Retenez bien, ce vieux savant devient son mentor. Il lui enseigne tout, les langues, les sciences, la stratégie. Mais surtout, et c'est là que ça devient intéressant, il lui révèle l'existence d'un trésor caché sur l'île de Monte Cristo. Le temps passe et Faria meurt. À sa mort, Edmond met tout en place pour s'évader. Donc ils avaient déjà préparé en amont cette évasion. Edmond s'évade de manière spectaculaire et va tout faire pour retrouver ce trésor qu'il trouve enfin. Et là, il ne lui reste qu'un objectif, la vengeance. C'est alors qu'Edmond devient le comte de Monte Cristo. Avec sa nouvelle fortune, il infiltre les cercles les plus puissants et prépare sa vengeance, méthodiquement comme un maître d'échecs. Il ne se contente pas de punir ses ennemis, il détruit leur vie, leurs rêves, leur réputation. C'est brutal, tellement satisfaisant. Qui n'a jamais rêvé de se venger comme ça? Revenons sur nos 3 petits copains. Fernand, ruiné et déshonoré. Danglars, trahi et abandonné. Caderousse, pris à son propre piège. Et Edmond, il finit par se rendre compte que la vengeance ne guérit pas toutes ses blessures. Ce qui rend cette histoire si puissante, c'est qu'Edmond n'est pas qu'un héros vengeur. C'est un homme brisé qui cherche à se reconstruire. Et à la fin, il choisit le pardon, une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Mais saviez-vous qu'au-delà d'être une fiction et un livre, Edmond Dantès est tiré d'une histoire vraie? En effet, Alexandre Dumas s'est basé sur les faits et les mémoires d'un homme nommé François Picot. Alors, ce dernier a été emprisonné à tort, trahi par ses amis et a juré de se venger après sa libération. Une vie aussi incroyable que celle du comte. Mais du coup, qui se cache derrière notre comte du Monte Cristo et qu'est-ce qui a inspiré tout ça? Le comte de Monte Cristo, c'est donc François Picot. À l'origine, François Picot est un cordonnier de Nîmes monté à Paris, dans le quartier Saint-Opportune, afin de tenter sa chance dans la capitale. Jeune et beau, travailleur sérieux, il a rencontré une riche demoiselle qui s'apprête à épouser, Marguerite Vigouroux. La vie de Picot démarre sous les meilleurs auspices. Argent, amoureux, vigoureux, enfin tout, il a tout pour réussir le bonhomme. Mais 2 jours avant le mariage, elle prend un autre tournant. François Picot se rend dans la taverne où il a ses habitudes. C'est là qu'il croise le chemin de 4 individus qui feront son malheur et qui inspireront Alexandre Dumas. Loupian, le patron qui est aussi amoureux de Marguerite, Chobard, Solari Kingstar, c'est un ouf Kingstar à l'époque, et Halut, jaloux de la bonne fortune de Picot, il le dénonce à la police impériale sous un prétexte. Picot serait un espion royaliste. Starfall. La police l'arrête à son domicile et l'envoie dans une prison piémontaise, le château de Fenestrelle. Que des petits farfadets malicieux qui vont là-bas. Et François Picot, il restera incarcéré durant 7 ans. Ça fait beaucoup. Là non, c'est à la faveur de Louis, je sais pas combien, j'arrive pas à lire, d'un Louis XV barbare. Non, c'est Louis XVIII. Ça n'existe pas Louis XVIII? Si? Non, ça c'est Louis XVIII. Durant sa captivité, François Picot partage sa géole avec un abbé Milane, Zlatan Ibrahimovic. Déjà à l'époque, je rigole. Ce dernier est issu d'une famille très riche qui ne tient pas à le faire sortir. C'est une dinguerie aussi, mais bon bref. Ce petit abbé, il décède en 1814, après avoir fait de François Picot son fils spirituel. Oups. Et son légataire universel. C'est là que tout devient intéressant. Autrement dit, le cordonnier sort de prison riche, au-delà de toute espérance. De l'argent l'attend en effet dans diverses banques d'Europe, qu'il va récupérer sous son nouveau nom, Joseph Lucker, avant de mettre en place un large plan de vengeance. Et là, je pense que vous n'êtes pas prêts pour sa vengeance. Dans la real life, ce qui s'est réellement passé, c'est une dinguerie. De retour dans le quartier de Saint-Opportune à Paris, François Picot, désormais Joseph Lucker, apprend que sa fiancée l'a pleuré durant 2 ans,
avant de finir par accepter le mariage avec Loupian. Cabaretier, qui tient maintenant un établissement sur les grands boulevards, fréquenté par Chobard et Solari Kinstar. Non, je regarde juste Solari. Kinstar, il n'était pas là encore. Joseph Lucher assassine le premier en annonçant la suite de son programme en gravant sur l'arme numéro 1. Frérot, c'est une dinguerie, non? C'est John Wick, le mec. Hassoul. Bref, ensuite, il empoisonne le chien et le perroquet de Loupian. Ça, c'est pas les animaux, on avait dit non. Bon, bref, si tu veux. Donc ça, c'est l'apéro pour Loupian, ok? Parce qu'ensuite, notre ancien prisonnier, il empoisonne Salary. Il prend le temps de laisser un papier indiquant numéro 2. Le mec, il est en mission, frérot. Numéro 2, paf, Death Note, c'est fait. Suivant. Il s'attaque ensuite à la famille de Loupian, en ruinant le mariage de sa fille, déjà, en faisant condamner son fils à la prison et en mettant le feu à son café. C'est une dinguerie, ça. Notre bon vieux Loupian mène à présent sa vie dans la ruine et la honte, afin d'être assassiné par son garçon de salle, derrière lequel se cache en réalité François Picot. Marguerite, elle, est morte de désespoir, quelques temps plus tôt. Quant à Alu, il est envoyé aux galères. Les galères, en fait, c'était des bateaux sur lesquels les malfaiteurs étaient condamnés à purger leur peine. Voilà. C'est ciao. La fin est un peu plus tragique que le film et que le roman inspiré d'Alexandre Dumas. En effet, Alu revient des galères et traque le cordonnier afin de lui soutirer sa fortune en le faisant souffrir de faim. C'est cependant peine perdue et Alu finit par éventrer François Picot avant d'aller se réfugier en Angleterre. C'est Alu qui racontera toute cette histoire à un prêtre et ce prêtre la répétera à la police parisienne qui le consignera. Et donc c'est grâce à ça qu'on a eu d'histoire aujourd'hui. Mais notre John Wick de l'Antiquité est solide quand même, hein. Je sais pas si vous trouvez, mais il a des balls. Donc, je sais pas si vous avez vu le film Le Comte de Monte Cristo ou si vous avez lu le roman, mais c'est dingue de se dire que c'est arrivé quand même. Parce que franchement, le film était vraiment bien, et encore plus quand tu sais que c'est vrai. Et déjà à l'époque, ce roman, il a eu un impact énorme, traduit dans plus de 100 langues. Il a inspiré des films, des séries, et même des mangas comme One Piece. Ouais, One Piece. Le trésor caché et la vengeance, ça vient de là. Imagine-toi. Mais ce que je trouve fascinant dans cette histoire d'Edmond Dantès, c'est que c'est un récit de vengeance. Mais c'est aussi une leçon de résilience, le pardon, et le pouvoir de se relever après une trahison. Et vous savez quoi? On a tous un peu d'Edmond en nous. Parce qu'en vrai, ça nous arrive à tous au quotidien, à moindre échelle, à moindre mesure. Rappelez-vous, la prochaine fois que vous faites face à une injustice, la vengeance est douce, certes, mais le pardon est encore plus puissant. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous et laissez un commentaire. Et vous, quelle serait votre vengeance ultime? Allez, on se retrouve pour une nouvelle histoire incroyable, à très bientôt. N'hésitez pas, si vous voulez aborder n'importe quel sujet, il y a l'espace commentaire qui est fait pour ça. Je serais ravi de raconter une nouvelle histoire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. N'hésitez pas à me dire aussi sur quoi je peux m'améliorer. Et en tout cas, si vous êtes encore ici à ce moment-là, merci d'avoir regardé la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir, c'est que le début. On se revoit très vite. Ciao. Ouf.